Gilbert Collard, bonjour. Oui, bonjour. Alors, cette semaine, l'actualité a été marquée, encore une fois, par la crise sanitaire. Alors, cette semaine, on a un rapport qui est sorti, un rapport très intéressant. C'est un rapport d'une commission sénatoriale qui revient sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Ouais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les sénateurs n'ont pas été très sympathiques avec le gouvernement. Oui, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand on lit ce rapport, qui fait, je crois, 400 pages, tout à fait, et qui a mobilisé 6 mois de travail, on est consterné. Et je suis étonné que ce rapport n'ait pas plus d'écho dans la presse, et qu'il ne soit pas plus commenté, parce que vraiment, il nous oblige à nous poser des questions, au-delà même des appartenances politiques des uns et des autres, sur la façon dont cette pandémie est gérée et la manière dont on est protégé. Alors, on a entendu Monsieur Castex hier, jeudi, nous annoncer de nouvelles mesures. Bon. Alors, quand on voit ces nouvelles mesures, il va falloir les mettre en relation quand même avec ce que dit le rapport. Bon, alors, voulez-vous qu'on parle du rapport d'abord ou des nouvelles mesures? Alors, on va parler du rapport, parce que vous dites qu'on se pose des questions quand on voit ce rapport. Moi, je trouve au contraire qu'on trouve les réponses des questions qu'on se posait depuis quelques mois sur la gestion de ce gouvernement. Et c'est vrai qu'il y a un certain... Alors on apprend par exemple... Le gros problème, moi je pense, le gros problème dans cette gestion de la crise sanitaire, ça a été la question du masque. Non, attendez, non, c'est pas que, ce n'est pas que la question du masque. Le rapport sénatorial pointe des cafouillages, des défaillances. Il note, je cite, un défaut de préparation, un défaut de stratégie, on est d'accord, et un défaut de communication. Le plan pandémie grippale mis en place en 2004. Il faut suivre parce que c'est quand même notre santé et notre liberté qui sont en cause. Bon. En 2004, tout y est. Et en 2013, tout le programme qui avait été mis en place disparaît. Et on constate que, à partir des prémices de la pandémie, il y a des réactions tardives, peu coordonnées. En Italie, la pandémie se signale en janvier 2020 et nous, on apporte une réponse que le 14 février. Et moi, je pense même que depuis décembre, d'après l'OMS, on était quand même quelque peu informé de ce qui se préparait ou de ce qui était arrivé. Bon, alors, le plan blanc pour les hôpitaux, il est mis en place le 6 mars. Vous vous rendez compte? 2 mois après le début de la pandémie. 2 mois après le début de la pandémie, et le confinement va intervenir le 16 mars. Et pendant ce temps-là, on a le bal masqué des menteurs. On va sans cesse voir des médecins, des membres du gouvernement, des hommes politiques, des médecins de santé venir sur les plateaux nous dire que le masque ne sert à rien. Enfin, vous vous en souvenez quand même, le masque ne sert à rien. Il y a même certains ministres qui ne savaient pas comment mettre le masque. Il y avait même certains ministres qui ne savaient pas comment mettre le masque. Or, on apprend que de 2011 à 2013, le stock de masques FFP2, les masques qui protègent à 99, et quelques pourcents de la contamination, est passé de 700 millions à 700 000. De 700 millions à 700 000. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on assiste à une chute de cette barrière de protection qui est de l'ordre de 99,9%. C'est criminel. Sont-ils nuls ou sont-ils quelque part criminels? Encore que ce terme, moi je le réserve à la justice. Voilà. Alors, je considère que pour traiter quelqu'un de délinquant ou de criminel, il faut des juges.
Donc c'est valable pour tout le monde, quoi. Pour tout le monde. Et qui est-ce qui a décidé de ne pas renouveler les masques? Alors justement, il y a un nom qui revient régulièrement dans ce rapport, c'est celui du directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Alors, il joue un rôle central dans cette affaire. C'est lui qui a décidé, d'après le rapport sénatorial, de ne pas renouveler le stock de masques chirurgicaux. Et après, on a eu quand même cet épisode incroyable où on s'est retrouvé avec 600 millions de masques non conformes, ce qui est quand même incroyable. Et puis, ce que révèle le rapport aussi, vous avez dû le voir, c'est que des pressions ont été exercées sur les experts pour que leurs recommandations d'avoir à porter le masque ne soient pas publiées. Donc, je veux dire, on a délibérément organisé un système de mensonges fait à l'opinion publique. Alors, justement, vous parlez de pressions qui ont été faites. Et alors, il y a une note qui a été envoyée le 13 mars par le chef de la cellule de crise interministérielle à Monsieur Salomon. Oui. Et cette note évoque la pénurie des équipements de protection. Alors, je rappelle les chiffres. En 2017, on avait 754 millions de masques chirurgicaux, et en 2019, fin 2019, on en avait plus que 100 millions. Oui, voilà, donc c'est assez. On voit, si on ajoute ça à les FFP2, on voit la situation. Et ben cette note du chef de la cellule de crise interministérielle évoque donc la pénurie des équipements de protection et préconise d'adapter la doctrine d'emploi des masques à l'état contraint de la ressource. Alors là, on touche à quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors moi, je comprends pas. Voilà. Je n'arrive pas. On va reprendre la phrase. Le 13 mars, une note préconise d'adapter, écoutez bien, la doctrine d'emploi des masques à l'état contraint de la ressource. Là, il faut un traducteur, parce qu'il y a le français, puis il y a le français administratif, qui est un français de passage en fraude de la vérité, hein. Bon, ça veut dire que il faut raconter des bobards à la population pour lui faire croire que le port du masque n'est pas nécessaire, n'est pas utile, n'est pas indispensable. Si je traduis ce jargon mensonger de langue administrative en langue vraie, ça veut dire faites en sorte que quand vous parlez du masque, on n'ait pas l'impression qu'il soit nécessaire, doctrine d'emploi, de l'utiliser parce que l'État contraint de la ressource, parce qu'on n'a pas assez de masques. Voilà. Donc on a la preuve que il y a eu une organisation délibérée du mensonge. Et ça, c'est quand même d'une gravité extraordinaire, d'autant plus que maintenant, on est en droit de se demander si on ne continue pas à nous raconter des bobards. Alors, je vais vous parler de preuves, je vous en donne une autre. Oui, volontiers. Une note du 6 février. Alerté sur l'absence de masques pour les professionnels libéraux et la faiblesse du stock des hôpitaux. Oui. Le 6 février. Et 3 semaines plus tard, le ministre de la Santé, Olivier Véran, déclare en conférence de presse que la France dispose de stocks massifs de masques chirurgicaux. On rejoint la fabrique du mensonge, qu'est-ce que je vous dis. Bon, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport sénatorial étayé, fondé sur des documents que vous avez cités, que j'ai cités. Alors, ce qui fait peur maintenant, c'est qu'on ne peut plus accorder aucun crédit à la parole officielle. Quand on voit tous les mensonges qui ont été dits, quand on voit tous les bobards qui ont été racontés, comment faire crédit à un Premier ministre, à un Darmanin, à un Véran qui viennent nous dire attention, le déconfinement ne peut pas avoir lieu parce que les chiffres sont alarmants, attention, il faut absolument ne pas faire de réveillon à la Saint-Sylvestre. Et puis alors aussi, il y a quelque chose qui m'a choqué quand même, c'est quand on voit Darmanin se féliciter quand même du nombre de contraventions et d'interpellations. Bon, alors qu'on mette des contraventions, bon, qu'on laisse des procès-verbaux, je veux bien, mais que le ministre de l'Intérieur vienne se flatter des chiffres exorbitants, hein, d'établissements de procès-verbaux,
même à une vieille dame atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a été condamnée par le tribunal de police. Ça, il ne s'en vante pas, Darmanin, mais ça fait partie de ce lot de condamnations dont il parle. Je trouve que c'est moche, quoi. Il a pas à être fier de ça. C'est vrai que le ministre de l'Intérieur qui se félicite de la rentabilité de... Voilà. En réalité, il a l'air content de la rentabilité que procurent les contraventions. Bon. C'est pour ça qu'on est obligé de se poser des questions sur les buts différents poursuivis par cette mise en place de ce confinement. Alors, ces mensonges, cette impréparation, tout ça, ça a un coût, un bilan humain et financier qui est très lourd. Alors, qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, le bilan, il est catastrophique, non seulement en termes de santé publique, en termes de malades atteints du Covid, de malades atteints de troubles psychiatriques, de malades atteints de troubles de la joie, parce que on peut aussi l'évoquer, ça. Si Darmanin est content, lui, que les procès-verbaux pleuvent, il y a beaucoup de gens pour qui payer plus de 100 € de contravention, ça plombe complètement le budget. Faudrait quand même pas l'oublier. Bon, le bilan, il est catastrophique, quoi. Bon, si le gouvernement avait demandé la reconstitution des stocks, compte tenu du coût du budget, la première fois ça aurait été de 27 millions d'euros, d'accord, et on est passé après à, écoutez bien, 450 millions d'euros pour reconstituer les stocks de masques. C'est donc une dépense d'argent considérable. Mais ça s'ajoute à tout ce que nous venons de dire. Et quand on va aborder la question maintenant du déconfinement, il faudra quand même qu'on ait toute cette ombre qui va venir couvrir le confinement. Alors justement, vous parlez de déconfinement. Donc le Premier ministre a dévoilé hier soir la feuille de route sanitaire pour la fin de l'année. Donc c'est pas vraiment la joie. Donc Noël est sauvé. Par contre le 31... Alors Noël est sauvé parce que c'est une fête essentielle. Ouais. Ce qui a provoqué, évidemment, les récipels idéologiques d'un des membres de la France Insoumise, Monsieur Corbière, effectivement, Corbière des Andes, qui a dit que c'était scandaleux que on permette aux gens de sortir le soir de Noël et pas le soir du jour de l'an. Bon, ce que je peux comprendre, non, mais lui, ce qui le choque, c'est que parce que c'est Noël. Au fait, tiens, vous avez vu, Noël ma mère a été cambriolé par des migrants. Oui. D'abord, Noël ma mère, lui, il symbolise par son nom et son prénom tout ce qu'il ne faut plus faire. Noël et ma mère. Voilà. Oui. Mais enfin, quand même, il n'a pas changé de prénom, dit non. Mais enfin, je trouve ça extraordinaire qu'il ait été cambriolé par des migrants. Et il a porté plainte. C'est pas très gentil. En tout cas, le migrant cambrioleur de ma mère a été condamné à 4 mois de prison, je crois, avec sursis. Oui, ferme, je crois. Il a pris ferme. Ah, peut-être. Oui, donc, là, on voit, ce qui est incroyable dans ce projet, dans ces règles du nouveau confinement, c'est de voir que on va pouvoir circuler maintenant dans la journée sans attestation. Bon. Mais, le couvre-feu va tomber, non plus à partir de 21h, mais rendez-vous compte de la révolution temporelle qui se produit à partir de 20h. Ah oui, non, ça. Voilà. Donc alors là, on a vraiment affaire à une mesure vraiment. Le virus tremble. Le virus tremble. Je pense. Considérable. Le virus tremble. Oui, le virus tremble et nos montres aussi, quoi. Bon, voilà. Alors, on se demande si, par exemple, l'interdiction de réunion le soir de la Saint-Sylvestre n'est pas liée à l'idée qu'on voudrait éviter des violences, mais on va être attentif quand même le lendemain au nombre de voitures
brûlée, hein, puisqu'il paraît maintenant que c'est une tradition, bon, dans ce monde de fous. Bon. Enfin, moi je trouve que ces mesures de déconfinement sont un peu incohérentes. J'arrive pas à comprendre où est l'utilité de mettre le couvre-feu à partir de 20h au lieu de 21h, et ainsi de suite, qu'on pourrait égrener toutes les règles qui font que on est entré dans un monde de l'absurdité. Quand on voit ce passage de 20h au lieu de 21h, on se demande un peu à quoi ça sert, vu que de toute façon les restaurants, les bars sont fermés, et maintenant les cinémas, les salles de spectacle, les théâtres vont le rester aussi fermés. À quoi ça sert tout ça? On se demande à quoi ça sert, d'autant plus que quand on va dans les supermarchés et qu'on arrive au moment de passer à la caisse, les gens sont quasiment les uns sur les autres, quoi. Quand on voit le métro, quand on voit les trains, quand on voit toutes sortes de situations de rencontres collectives où les gens ne sont plus dans le respect des gestes barrières, on a du mal à comprendre pourquoi la culture, le cinéma, et je fais une différence que Castex n'a pas faite entre les cinémas, les lieux de divertissement et les lieux de culte, parce que quand même s'il y a un immense respect pour la culture, l'église, oui, Castex a passé l'église dans son discours. Voilà, Castex a passé l'église entre les siècles et la mosquée. Je rajoute, pour ne pas être taxé de parti pris, hein, ce sont pas des lieux de divertissement, quoi. Et Castex, dans une espèce de relativisme grammatical, a tout mélangé, quoi. Les lieux de culte avec les lieux de divertissement, bon, mais c'est grave dans un pays quand la culture dépérit, parce que il y a la respiration des poumons, mais il y a aussi la respiration moi je dis l'âme, mais pour ne faire plaisir à tout le monde, je dirais l'esprit, et pour faire plaisir à tout le monde, je dirais le cerveau, et pour faire plaisir à tout le monde, les neurones. On a besoin de la culture. C'est quand même le livre, pour moi, c'est une activité essentielle. Bon. Et avec tous les efforts que les hommes et les femmes du monde de la culture ont déployés pour montrer qu'ils sont respectueux des gestes barrières, je ne comprends pas qu'on continue à asphyxier la culture. Donc mercredi, Jean Castex et plusieurs ministres ont dévoilé les grandes lignes du projet de loi sur le séparatisme. Alors, est-ce que ce projet de loi, aujourd'hui, il est à la hauteur de la situation? C'est une blague. Et le grand blagueur, l'esbrouffeur de mots, c'est Dupond-Moretti, hein, qui au Parlement montre son obsession presque pathologique, hein, à l'égard de Marine Le Pen, quoi. Il s'en est pris au Parlement à Marine Le Pen, lui reprochant de pas venir souvent, comme si elle lui manquait. Bon, ça devient vraiment comique, quoi. Bon, moi, il me fait l'effet du personnage dans le dîner de con, vous savez. Il ressemble du reste un comédien extraordinaire qui est mort il y a pas longtemps. Jacques Villeray. Ouais, Jacques Villeray, oui. C'est marrant, hein, je trouve qu'il ressemble de plus en plus. Hein, bon. Mais c'est lui qui porte la loi. Hein. Oui. Donc son comportement est un épiphénomène. Hein. Cette loi, elle a déjà battu en retraite, puisqu'elle n'a même pas eu le courage de porter le nom de loi contre l'islamisme radical. Elle s'appelle maintenant loi confortant les principes de la République. Confortant les principes de la République, mais ça ne veut strictement rien dire. Alors, c'est une loi qui, à la base, l'origine de cette loi, c'était de lutter contre l'islamisme radical, l'islamisme radical, et aujourd'hui, cette loi, elle est censée pacifier les esprits. Oui, mais ils sont complètement empêtrés dans un langage qui est censé faire tout accepter, en ne faisant strictement rien. Voilà. Ce sont des hommes et des femmes politiques que nous avons dans ce gouvernement qui sont des
verbaux. Voilà. Ils ont l'impression que parce qu'ils disent, ils font. Bon. Or, là, on a un texte de loi confortant les principes de la République. Ça veut rien dire. Ce qui conforte les principes de la République, c'est que lorsque on les viole, on est condamné par des lois qui existent. Si on n'est pas condamné quand on viole les principes de la République défendus par les lois qui existent, c'est là où on déstructure la République. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Bon, alors, ce texte est censé interdire les mariages forcés, interdire la polygamie. Bon, d'abord, les mariages forcés sont déjà interdits. Ensuite, que je sache, la polygamie, c'est déjà interdit. Mais en aucun cas, on aborde la question de l'immigration, dont pratiquement tout le monde aujourd'hui nous dit il faut qu'elle s'arrête. Dans aucun cas, on apporte la question du regroupement familial, qui exigerait vraiment quasiment une réforme constitutionnelle. Bon, en aucun cas, on aborde la question de l'islamisme radical dans son emprise presque parfois idéologique sur les médias. Bon, alors c'est une loi qui trouve finalement sa pointe dans le délit de mise en danger de la vie d'autrui par divulgation d'informations relatives à la vie privée, je cite de mémoire, de nature à porter atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Alors, enfin, moi, je vous le dis, je sens l'article 24. C'est l'article 24. Non, c'est pas l'article 24, c'est l'article 18. Oui, mais parce que le garde des Sceaux, fait de l'arythmophobie. Il a un petit problème. Il a un petit problème. Donc il ne veut pas que ce soit l'article 24 parce que le nombre 24 lui fait peur. Il aurait eu peur peut-être de l'article 22 aussi parce qu'il serait dit 22 les flics. À la base, l'article en question était censé être l'article 25. Mais comme 25, c'est juste après 24. Et oui, voilà. Alors. Voilà, du coup, on fait l'article. Non, mais on a un garde des Sceaux qui est arythmophobe. Ça montre à quel point à quel point il situe l'importance des choses. Bon. Oui. Alors, moi, ce qui me fait peur dans ce texte, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est intéressant de faire une lecture attentive. C'est que il concerne l'atteinte à l'intégrité physique ou psychique. Bon, on a déjà tous les textes qui permettent de réprimer toutes les atteintes faites à toutes les personnes, aux policiers, aux magistrats, aux avocats, aux huissiers, aux notaires, aux kidam, à tout le monde. Mais vous vous rendez compte, la mise en danger portant atteinte psychique, mais si demain je fais un tweet sur vous, en disant que votre barbe derrière votre masque fait cradingue. Mais non, vous pouvez très bien. Non, c'est pas le cas. Je prends un exemple idiot, mais c'est pas le cas. Bon, vous allez voir un psychiatre qui fait un certificat disant que depuis que je vous ai dit ça, vous dormez plus et que je fais de la barbophobie. Oui, non, mais c'est vrai, on peut tout mettre. Non, mais j'ai pris un exemple grossier pour montrer que avec cette notion d'atteinte psychique, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et pendant ce temps, les policiers continuent à se faire casser la gueule, et pendant ce temps, on balance des marteaux sur les policiers, et pendant ce temps, quand on croit qu'un policier a été enflammé, qu'en réalité c'est qu'un effet d'image, tout le monde s'indigne, non pas du fait que le policier aurait pu être incendié, mais du fait que la photo a été mal interprétée. Bon, donc cette loi ne sert à rien. Alors, je vous coupe sur cette histoire de cocktail Molotov. Savez-vous que le jour même de cette manifestation, alors non pas à Paris mais à Nantes, des policiers ont été touchés directement par des cocktails Molotov, mais on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'il n'y avait, pour le coup, il n'y avait pas d'image. Et voilà. Et alors là, et que de fois, à mon avis, des policiers sont agressés, frappés, attaqués sans qu'il y ait d'image. Voilà, bon, deux poids, deux mesures. Pour revenir à la loi sur le séparatisme, elle ne va servir, à mon avis, strictement à rien. Il faut qu'on ait le courage de reconnaître que les flux migratoires qu'on n'a pas pu maîtriser, qu'on n'a pas pu intégrer, qu'on n'a pas pu assimiler,
doivent être arrêtés et qu'on prenne le temps maintenant de légaliser cette immigration sans l'aggraver. Tout ça, ce sont des textes fantômes, fétiches, qui servent strictement à rien. Un jour, peut-être, on prendra le code pénal hein, et on s'amusera à lire les textes. Vous verrez, tout est réprimé, tout. Pensez bien que, bon, on n'a pas attendu chez Macron pour réprimer les atteintes et les outrages et toutes sortes d'infractions. Alors, on va passer à l'Europe. Cette semaine a été aussi assez chargée au niveau de l'actualité européenne. Alors, il y a la Pologne et la Hongrie qui, finalement, valident le plan de relance. Alors, est-ce qu'on a fait pression sur ces deux pays ou est-ce que, finalement, c'était un peu de l'esbrouf? Moi, je crois que c'est de l'esbrouf parce que cet accord contient quand même deux clauses très importantes. La possibilité de faire recours devant la Cour de justice européenne et le côté suspensif de ce recours. Et le fait que les parlements de chaque pays doivent encore approuver ce texte et le fait qu'il n'entrerait en application qu'en 2022. Du reste, c'est la date où il y aurait, sauf erreur de ma part, les élections en Hongrie. C'est ça. Donc c'est encore une victoire factice, hein, une victoire d'apparence. Hein. En réalité, la Pologne et la Hongrie continuera à faire ce qu'elles veulent, ou ce qu'ils veulent, et cet accord ne les dérange pas du tout pour le moment. Donc, cette espèce d'ordre moral lié à l'état de droit, qui est une vision unilatérale finalement, hein, parce que faut-il encore que les pays souverains acceptent l'état de droit universel que va instaurer l'Union européenne, mais c'est pas demain la veille qu'on va imposer à la Hongrie ou à la Pologne cet état de droit universel pour les uns et pas pour les autres parfois hein, aussi, il faut bien le dire, hein, puisqu'il y a toutes ces clauses retardataires dont je viens de vous parler et qui font que pas avant 2022 avec des recours, qui plus est suspensifs, que l'état de droit universel sera appliqué en Pologne et en Hongrie. Hein. Et au niveau du Brexit, là aussi, toujours pas d'accord pour l'instant. Je veux dire, moi, je me demande où est l'accord. Quoi. Enfin, ce qui est sublime, c'est que, alors même que l'un des points d'achoppement, c'est la question des zones de pêche, Madame von der Leyen et l'ensemble et le Premier ministre anglais, bien sûr, hein, Boris Johnson, oui, ont dîné d'un repas de fruits de mer. Pas beau, ça. Les pêcheurs français doivent être contents. Ils ont un peu. On ne sait pas si ce sont les pêcheurs français, puisque ça se passait à Bruxelles, ou les pêcheurs belges, qui ne pêchent pas que de la frite. Ça peut très bien être aussi des pêcheurs chinois. Ça peut être aussi des pêcheurs chinois. Bon, en tout cas, voilà. Comme quoi les fruits de mer étaient au menu du Brexit. Eh bien, je vous remercie pour C'est moi qui cette vous remercie. semaine. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.